Bonjour Karim Selouane et merci d'être avec nous ce soir pour une interview que vous avez accepté de nous donner à l'association Art Urbain en vue du prix national que nous allons remettre le 29 novembre et d'ailleurs journée à laquelle vous participerez aussi puisque vous serez sur une de nos tables rondes du matin. Alors, Karim, je vais peut-être vous demander déjà de vous présenter. Vous êtes directeur fondateur de Résalliance, mais il faudrait que vous nous disiez ce qu'est Résalliance. Et puis peut-être que vous nous parliez un petit peu plus de vous aussi, parce que je sais que, outre Résalliance, vous avez des activités très riches, voire internationales. Effectivement, alors déjà, merci beaucoup Pascal de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager peut-être quelques retours d'expérience et de pouvoir échanger au sein de votre association sur les thématiques de transition de manière générale. Alors effectivement, je suis le directeur et fondateur de Résalliance, qui est un bureau d'études et d'ingénierie intégré dédié à l'adaptation au changement climatique des infrastructures, des territoires, des villes et des projets et de leur usage, car la dimension usage est très importante. Et nous travaillons en grande partie à l'international. Nous avons plus de 85 projets répartis dans plus de 70 pays à travers le monde, et ce, dans tous les continents, que ce soit ensuite des pays en voie de développement, des pays occidentaux, des États insulaires, et avec bien entendu une diversité de cas d'usage et de conditions climatiques bien particulières. Résalliance, c'est un esprit et en tout cas une initiative qui a été portée dans le cadre du programme intrapreneur du groupe Vinci. Et Résalliance est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment très important, à la fois une disciplinarité par la culture de l'équipe, avec des origines très diverses, mais aussi avec des parcours académiques et des parcours professionnels très divers, car c'est le croisement de tous ces chemins, ces croisements de vues et d'expertise qui sont, et nous en sommes convaincus au sein de Résalliance, nécessaires pour appréhender et tenter d'accompagner tant que peu justement les grands défis qui se présentent à nous pour répondre à l'urgence de l'adaptation au changement climatique. Alors maintenant, me concernant, j'ai une formation, je suis docteur ingénieur de l'École des mines de Paris, j'ai aussi un diplôme de l'École nationale des sciences géographiques en géomatique et un parcours de géographe que j'ai fait également, notamment en ce qu'on appelle en géomorphologie et en climatologie. Suite à cela, donc j'ai traversé différentes expériences, que ce soit dans ma recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'industrie. Et c'est en arrivant au sein du groupe Vinci et en Vinci Construction notamment et Six Sense que j'ai pu développer ce projet d'intrapreneur pour créer Résalliance. Maintenant, suite à cette activité, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre de partenariats, que ce soit le soutien du groupe dans des projets intra pour accompagner le groupe Vinci, mais en grande partie, plus de 80% de notre activité est liée à des activités liées à l'extérieur, des clients externes au groupe, que ce soit des bailleurs institutionnels tels que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des agences gouvernementales, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso par exemple, l'agence également le gouvernement de la Dominique, les Barbades. On accompagne également des promoteurs immobiliers, que ce soit Vinci Immobilier, Nexity. On accompagne des opérateurs immobiliers comme la Caisse des dépôts, CDC Habitat, des entreprises privées qui vont gérer et exploiter des infrastructures tels que des réseaux électriques, donc ça va être RTE, ça va être également la SNCF Réseau, ça va être Vinci Autoroute, toutes les filiales de concession du groupe Vinci, et également des sites industriels, et enfin le secteur de la finance. Voilà un peu ce que l'on fait. Donc, ça vous montre bien la diversité des enjeux et des activités. Je dirais, c'est quasiment le défi est tellement énorme que nous cherchons la plupart du temps à travailler en collaboration avec des universitaires, avec des associations, avec des ONG. Pourquoi? Parce que l'enjeu et le défi est tellement important qu'il faut être humble pour pouvoir accompagner le mieux possible nos clients et nos partenaires. Car l'adaptation, ce n'est pas une science, je dirais, facile à comprendre. Ce sont des processus qui contiennent beaucoup d'incertitudes, qui comprennent aussi beaucoup d'équilibre à trouver entre des enjeux socio-économiques, que ce soit des enjeux de technique, de faisabilité, de budget, de rentabilité et de sécurité, je dirais, économique et sociale. Donc, c'est à travers toutes ces initiatives que nous portons
que j'ai pu depuis peu intégrer la Mission Board de la Commission européenne qui est dédiée à l'adaptation au changement climatique. Donc c'est un programme qui est constitué par la Commission européenne pour essayer d'accélérer des investissements et l'identification de programmes et de projets de recherche et de politique publique dédiés à l'adaptation au changement climatique pour l'Europe. Et enfin, je suis co-chair du groupe de travail adaptation à la fois de l'Alliance HQE et de l'Alliance mondiale des bâtiments et de la construction, le Global EBC. Voilà. Très bien, bah, très beau parcours. Et puis avec des sujets effectivement qui sont des sujets actuels et passionnants. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en tous les cas dans le détail, c'est-à-dire qu'effectivement vous travaillez dans tous les cadres que vous venez de nous définir, vous travaillez sur l'adaptation au changement climatique. Et finalement, quand on parle d'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'il s'agit de s'adapter pour trouver des solutions pour l'avenir, mais il s'agit aussi d'assurer cette transition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui finalement pour que ça se passe moins mal que ça ne se passait peut-être il y a quelques années. Et on a vu, bon, cet été, on a eu un été particulièrement chaud, on a eu des incendies, on a eu des inondations. Donc, tout ça, ce sont des sujets que on maîtrise encore mal, qu'on prévoit encore mal, et d'où l'importance justement de cette résilience. Effectivement, là, vous soulevez une question qui est très centrale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour opérer la résilience et l'adaptation. On arrive dans un tournant de l'histoire où le dérèglement climatique tel qu'il est compris, tel qu'il est modélisé, nous emmène vers quasiment des périodes presque inconnues. Car l'emballement du dérèglement climatique fait que chaque année, les modèles sont révisés, les connaissances sont révisées, et on s'aperçoit que ce que l'on a pensé en termes de scénario climatique change régulièrement. Et ça, c'est un défi, parce que en fait, on rentre dans une zone d'inconfort au final, alors que les solutions politiques qui sont demandées, les solutions techniques qui sont attendues, demandent à être presque rigides et constantes dans le temps. Et on voit bien cette incompatibilité entre les deux. Mais c'est tout l'enjeu et en même temps l'intérêt que suscite la question de l'adaptation, à savoir comment répondre tout en changeant finalement notre manière de penser, en intégrant l'incertitude de ce vers quoi on va aller. Alors, quand je parle d'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où on va, mais on a des tendances que l'on arrive à comprendre, notamment en termes d'augmentation de température, de sécheresse, de raréfaction de la ressource en eau, par exemple, de risque d'incendie de forêt. Donc, on arrive à connaître à peu près les grandes tendances de ces grands aléas. Mais leur intensité, leur fréquence, leur occurrence, tous ces paramètres, on a du mal encore à les stabiliser parce que avec la croissance, notamment des émissions de gaz à effet de serre qui sont encore prégnantes et qui ne sont pas prêtes de s'arrêter de sitôt de par l'actualité géopolitique, finalement nous amènent à avoir des scénarios qui des fois rendent presque insurmontables ou peuvent paraître insurmontables quant au défi de l'adaptation. Donc, il y a une partie technique dans l'adaptation, mais il y a aussi une partie sociétale, d'acceptance du risque et d'acceptance sociétale de l'incertitude. Et c'est ce que doit finalement permettre l'adaptation devient quasiment un domaine qui doit permettre de réconcilier l'incertitude, de nous rendre beaucoup plus humbles finalement pour co-construire et donc être un moyen, un levier puissant de co-construction de stratégies collectives. Quand je parle de stratégie collective, ce sont toutes les parties prenantes qui doivent permettre finalement de partager un niveau de connaissance, d'accepter un niveau d'incertitude et de déterminer ensemble quel est le niveau de risque également soutenable, quel est le niveau de risque politiquement soutenable et techniquement gérable. Et là, c'est quelque chose de nouveau car on a toujours été habitué à vouloir gérer des risques, presque les maîtriser à zéro, en se disant que le risque pouvait être contenu par la technicité. C'est un ingénieur qui parle. On s'aperçoit que là, la technicité portera des limites. Donc l'enjeu, l'un des grands enjeux de l'adaptation, et donc pour répondre aux questions de ces transitions, est doit en grande partie reposer sur l'acceptabilité sociétale. Et ça ne peut se faire également, ou bien elle doit se faire
en accord et en lien et en conformité avec des objectifs de développement durable et avec les questions de transition. On pourrait dire autrement, est-ce que l'adaptation n'est pas un moyen également d'accompagner et d'organiser les transitions nécessaires pour faire face aux défis du changement climatique? Alors, vous avez parlé effectivement de l'acceptabilité. Il y a un sujet peut-être que vous n'avez pas du tout abordé, peut-être volontairement d'ailleurs, je vous pose la question. C'est aussi une acceptabilité ou une faisabilité, je vais plutôt le dire comme ça, économique. Parce que on voit bien aussi que quand on travaille sur des projets de construction, sur des projets d'aménagement, il faut, vous l'avez dit, envisager les possibilités de risque et on sait que on va probablement en oublier ou en tous les cas on va peut-être se tromper sur les gravités des risques qu'on va envisager. Mais il y a aussi ce côté économique que forcément on est obligé de regarder puisque les opérateurs de toute façon ont besoin de les connaître, les élus locaux également, et puis finalement toute la population et tous les usagers ont aussi besoin de savoir un petit peu comment ça va se passer car il ne faut absolument pas risquer en fait de s'arrêter au milieu du gué si je puis dire. Alors est-ce que vous êtes aussi en tant que bureau d'études capable justement d'accompagner sur ces sujets-là également? Alors bien entendu, alors pour moi c'était quasiment sous-jacent à ce que je disais précédemment, mais je vais peut-être en parler un peu plus précisément suite à votre question. La question économique et financière est centrale. Il ne peut y avoir d'adaptation sans modèle financier, sans modèle de financement, sans modèle d'investissement. Mais pour répondre après à cette question, je pense qu'il faut mettre en balance deux choses. Le coût de l'inaction versus le coût de l'action. Quelques chiffres si vous le souhaitez. La Banque mondiale a estimé à plus de 750 milliards d'euros par an pour ne serait-ce qu'adapter les villes côtières. Par an. Quelques villes dans le monde, je vais donner l'exemple de Jakarta, en Indonésie, qui a décidé de manière radicale de déménager sa capitale, a estimé le coût de son déménagement et de son adaptation, voire de son adaptabilité, parce qu'on parle d'adaptation, mais il y a aussi les capacités d'adaptabilité. On ne peut pas tout adapter. Hein. Il y a des, je le disais, il y a des limites techniques. À près de 30 à 40 milliards d'euros pour reconstruire une ville nouvelle adaptée au changement climatique. Ce chiffre est à peu près similaire sur un certain nombre de métropoles d'Asie du Sud-Est, hein, que ce soit Kuala Lumpur en Malaisie, que ce soit des villes en Thaïlande, que ce soit également au Vietnam, par exemple. Et puis, un autre chiffre intéressant, c'est l'impact du dérèglement climatique sur le PIB mondial. Selon certaines études, notamment dans les rapports du GIEC, on peut trouver une variété d'estimations, entre 15 et 30% du PIB à l'horizon 2070 serait détruit en lien avec les dégâts physiques du changement climatique. Et qu'est-ce qui est en partie responsable de ces impacts du PIB mondial? C'est notamment la destruction ou les dommages sur les infrastructures critiques. Car sans environnement bâti, il ne peut y avoir d'économie. Parce que l'économie repose sur un cadre bâti, sur des réseaux, sur des populations qui habitent dans des lieux pour pouvoir travailler, consommer, circuler, etc. Donc, les deux sont liés. Et à partir de là, on voit bien que quand on voit ces chiffres qui sont des fois astronomiques, alors on peut en trouver toute une série de chiffres de l'impact, il est donc important de repenser les modèles. Et la question que je pose, et c'est très souvent ce que j'essaye de défendre dans un certain nombre de cercles ou de réunions avec différentes parties prenantes, c'est doit-on considérer l'adaptation comme un coût ou comme un investissement? Et je pense que l'adaptation doit être considérée comme un investissement, d'autant que nous vivons dans une période de risques multiples. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a la raréfaction des matériaux, il y a la destruction importante de la biodiversité. Tout ceci ont des impacts directs sur nos économies et donc plus des incertitudes liées à des enjeux géopolitiques qui vont aussi être générés par ces risques-là, que ce soit le risque climatique, la raréfaction des matières premières, on voit très bien en ce moment avec l'actualité. Et donc, ceci nous conduit vers un avenir non pas si lointain, mais qui est déjà en cours de l'incertitude et des risques multiples. Et donc, on va se poser la question de qui va devoir couvrir ces risques? Qui va devoir prendre en charge ces risques? Comment doit-on partager ces risques? Serait-ce par exemple les États, des banques privées, des banques publiques? Donc tout ceci, finalement,
nous interroge sur la question du financement. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que plus on attendra dans le temps pour agir rapidement, plus les coûts seront importants, car au vu des prédictions du changement climatique, qui en plus est un risque qui va venir être accentué ou aggravé par d'autres risques, tels que je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que le risque climatique n'est pas isolé, il va être connecté avec des risques de cybersécurité, avec des risques liés à la destruction de la biodiversité, de la raréfaction des matières premières, de l'accès à l'énergie. Tous ces risques vont sont combinés et on voit bien qu'à un moment donné, si on ne prend pas, au moins pour la question climatique, des décisions drastiques aujourd'hui, elles deviendront presque insurmontables à moyen terme. Bon, écoutez, on va essayer quand même de repositiver tout ça et de se dire que finalement, tous ensemble, on va y arriver à s'adapter. Mais bien entendu, alors, mais avoir un esprit positif, je pense que on n'aurait pas, pour ma part, je n'aurais pas créé Résalliance sans avoir un esprit positif. C'est bien parce que nous croyons également, je dirais, à cet esprit, je dirais, innovateur de l'espèce humaine au sens large du terme, et que on pense qu'il y a des solutions, que toute une série d'acteurs s'engagent dans l'adaptation. Je rappelle que l'adaptation est pendant longtemps resté le parent pauvre des enjeux climatiques. Et on voit bien, pour faire une petite actualité, que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a déclaré lors de la dernière COP que l'adaptation devait maintenant être mise à égalité des enjeux d'atténuation. Pourquoi? Tout simplement parce que quelle que soit la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est déjà en place, c'est-à-dire ce que nous avons déjà fait comme impact, se traduit déjà par des impacts physiques très importants. Mais je pense que collectivement, nous pouvons trouver des solutions. Et c'est pour ça que derrière, il y a une forme de positif. Et je suis absolument positif dans ma manière de voir les choses, mais également, et sans être naïf, un peu inquiet. Quand je parle d'inquiet, c'est plus on attendra et plus les défis seront soit insurmontables, soit plus difficiles à financer. Et donc, il y a un travail collectif à faire, notamment pour les politiques publiques, à être capable de pouvoir gérer à la fois le court terme et le très long terme. Super. De toute façon, il y a aussi quelque chose, je crois, qui est positif, c'est que manifestement, il y a quand même une prise de conscience au niveau du plus grand nombre. Et ça aussi, ça ne peut que faire bouger les lignes et il faut qu'elles bougent maintenant drastiquement. Merci beaucoup, Karim Selouane, de cette interview. Merci également. On compte sur vous le 29 novembre. Hein, ça se passera à l'auditorium du ministère de la Transition écologique, qui est aussi le ministère du Logement d'ailleurs. Et vous aurez l'occasion et nous aurons l'occasion de reparler de tous ces sujets, mais qui effectivement sont passionnants et de toute façon sont, je dirais maintenant, le socle de notre avenir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, Pascal, et à très bientôt.